Tourne. Adrien Abosi, toujours ici à Genève. Toujours. En fait, on voulait faire cette vidéo depuis des années. Fort longtemps. Ah oui, depuis fort longtemps. Depuis 2013. On s'était croisés la première fois pour la sortie de ton livre né en 1984. Ouais. Puis on s'était revus et effectivement en 2013 nous avions parlé de l'opportunité lorsque on approchait du centenaire du début de 14-18 de faire une vidéo car nous sommes tous les deux passionnés d'histoire et en particulier de la période amenant à, pendant et juste après la Première Guerre mondiale. D'où te vient cette passion ? Je crois que ça vient en partie de l'amour que j'ai de la Belle Époque, tu vois, puisque 14-18 c'est la suite de ça, c'est la fin de ça. C'est la suite et c'est la fin de ça. Et tu sais, ça résonne dans tous les Français. Les poilus, c'est quelque chose qui parle à tous les Français. C'est un petit peu comme Jeanne d'Arc, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'ai jamais rencontré un seul Français qui n'aimait pas l'armée de 14-18. C'est impossible. Tu es obligé de tomber sous le charme de l'armée de 14-18. Tu vois, les Pétain, les Foch, les Gallieni, le poilu de base. C'est impossible de ne pas tomber sous le charme de l'armée française de l'époque. C'est vrai que la Belle Époque, c'est une époque fascinante en termes artistiques, en termes de civilisation. Je dis souvent, les gens ne comprennent pas que... En termes de moustache aussi. C'est vrai, en termes de belles moustaches, il faut avouer que même celle du Kaiser, elle est pas mal. Et que oui, on a notre chien, mon chien qui... j'ai toujours préféré les chiennes aux chiens, mais il est gentil. Comment ça s'appelle la Belle Époque, c'est aussi à mon avis, l'apex, le maximum de la civilisation européenne. Je dis toujours, 1910, pour moi, c'est le summum. Et on a monté jusqu'en 1910 et depuis on ne fait que descendre et 14-18 est la cause de cette descente. En termes de puissance, c'est tout à fait certain. Et d'ailleurs, il suffit de regarder une carte du monde. Hein. Oui. Et là, tu as la réponse, hein, très concrètement. En 1910, il n'y a que le Japon, la Chine en partie, l'Abyssinie, donc l'Éthiopie moderne, qui ne sont pas sous domination d'un pays occidental, on va dire, européen ou américain. Il y a les pays d'Amérique latine. Ouais. Et encore, c'est assez ambigu comme sous domination lointaine, proche des États-Unis, mais lointaine pour le. Et justement, pour commencer, peut-être le contexte de 14-18, c'est un empire allemand en pleine croissance. Une croissance d'ailleurs presque irrationnelle. Quoi. Irrationnelle, un peu comme les États-Unis des années 2000. Moi, je te dirais comme les Chinois, tu vois, plutôt des années 90-2000, tu vois, c'est une croissance de malade comme ça. Croissance industrielle, démographique. Les Allemands ont pris, je crois, 600 000 naissances par an. Enfin, un solde supérieur de 600 000 par an, ce qui est absolument colossal. Ouais. Et en plus, pendant ce temps-là, il y avait des Allemands qui partaient aux États-Unis. Hein. Oui. Donc, c'est. Et en Amérique du Sud. Ouais, c'est vrai, beaucoup en Amérique du Sud. C'était un peu le cas dans beaucoup de pays européens à cette époque, mais l'Allemagne était sûre d'elle et dominatrice, comme on dirait aujourd'hui, mais un grand pays sûr de lui et dominateur, avec une puissance militaire terrestre déjà pratiquement la meilleure armée du monde à l'époque, de loin, on peut le dire. Une marine militaire qui était un peu le jouet du Kaiser, et puis qui est en développement. En grand développement et qui a commencé à faire peur même à la dominance britannique. À nos amis anglois. On rappellera qu'en 1914, toute la flotte anglaise s'était réunie pour le jubilé en Angleterre. Toute sa flotte. Tu me l'apprends. Et que nous avons aussi, d'ailleurs, en 1914, l'ouverture du canal de Panama, sauf erreur. Peut-être je me trompe d'une année ou deux, mais certainement on a un contexte d'Europe et d'États-Unis qui dominent le monde, à quelques exceptions près, comme je disais, le Japon. Et la Chine qui est en train de se faire grignoter, et puis l'Empire ottoman qui est une des grandes causes du conflit, qui est en train de se désagréger, d'imploser complètement, et qui est grignoté d'abord par les pays balkaniques soutenus par la Russie, puis par l'Italie qui en 1911 lance une guerre méconnue mais très importante de conquête de la Libye et des îles du Dodécanèse contre l'Empire ottoman, et puis un début de naissance de nationalisme dans des pays qui ne l'avaient pas auparavant, notamment les pays, on va dire, arabes pour faire simple, au Moyen-Orient. On a un retour on a aussi une industrialisation de pays qui étaient en retard, comme l'Italie c'en est un, mais plus important, la Russie, qui commence à s'industrialiser, et donc avec des bouleversements. Les gens ne s'en souviennent plus aujourd'hui, mais au tournant du 19e siècle, il y avait des mouvements anarchistes
à travers le monde, des présidents américains, des présidents français, des rois italiens et des tsars en Russie qui se sont fait assassiner par des anarchistes qui suivaient Bakounine, qui suivaient des gens de cette philosophie-là. Donc en fait, la violence, tu es en train de me dire qu'elle est, C'était les djihadistes de l'époque. Elle est l'extrême gauche. C'est possible, c'est bien possible. Pour peu que l'anarchisme soit de gauche, mais en tout cas, le vrai anarchisme. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une époque turbulente aussi dans les idées. Ça, c'est clair. Le 19e siècle avait vu arriver le romantisme, qui est à la source du mouvement pan-germanique, à la base. Merci Rousseau. Oui, merci Rousseau. Et en même temps, il y a aussi une approche qui est paradoxale quand on voit l'Allemagne. C'est une vraie démocratie, étonnamment. Oui, surtout, ils étaient plus avancés que nous en termes de normes sociales. Ouais. En tout cas, je parle de la France. Oui, en tout cas, on a un monde en collision, empire en collision. L'Angleterre est un empire, l'Allemagne est un empire, la France est certes une république, mais un empire colonial. Oui, tout à fait. La Russie est un empire. On l'a payé cher, hein. On l'a payé très très cher, nous. La colonisation, la facture, elle est lourde. Et on n'a pas fini de la payer. Même des pays qui ont rien colonisé, comme la Suisse ou la Suède, ils sont en train de la payer très cher. Et on a l'Empire austro-hongrois qui a aussi des problèmes internes, comme l'Empire ottoman, avec des nationalismes internes qui commencent à faire imploser cet empire. Et on nous explique à l'école que c'est un coup de revolver plusieurs coups de revolver à Sarajevo en juillet 1914 qui déclenche le conflit. Je crois qu'il faut distinguer deux notions. Il faut distinguer la cause et le détonateur. Tu vois. Et concrètement, la cause, selon moi, numéro 1 de la guerre, nous est assez bien détaillée par André Sheridan, qu'on évoquait tout à l'heure dans différents de ses ouvrages, à savoir que l'Allemagne avait besoin de faire la guerre pour réaliser son plan de domination mondiale. Mais pourquoi à ce moment précis ? Tu as évoqué tout à l'heure les guerres balkaniques de 1912, qui ont fait reculer la Turquie quasiment en Europe, je parle, sur les frontières actuelles d'ailleurs. Quasiment actuelles, voilà. Cette guerre est une catastrophe pour l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que dans son plan de domination mondiale, il y avait une jonction qui se faisait de Hambourg à Bagdad, mais en passant par l'Empire austro-hongrois. Donc il y avait une espèce de canal systématique qui permettait donc de faire cette espèce de masse gigantesque. Or, avec les guerres balkaniques et le redessinement des frontières, donc les trois pays principaux, Grèce, Serbie et Bulgarie, vont couper en deux en quelque sorte, je dirais, donc le bloc d'un côté germano-austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et donc il n'y a plus de jonction entre les deux. Et donc pour réaliser cette espèce de jonction pan-germanique, il est nécessaire de recréer un couloir. Et donc là, les Allemands attendent l'occasion. Ouais. Alors, comme tu le dis, il y a la mort donc, de François Ferdinand le 28 juin 1914. Ce qu'on sait très peu, c'est qu'une semaine après, à Potsdam, il y a une réunion des diplomates allemands et austro-hongrois. Et à ce moment-là, les Allemands disent en gros, c'est open bar, vous pouvez y aller. On vous soutient. Exactement, on vous soutient et façon de dire, vous pouvez de façon violente. Les Autrichiens font un ultimatum à la Serbie avec des conditions humiliantes. Parce que rappelons que l'Autriche craignait la Russie. Craignait que oui, tout à fait. La Russie alliée à la Serbie entre en guerre à ses côtés contre l'Autriche. L'Autriche se savait évidemment inférieure en nombre et en matériel à la grande puissance qu'était la Russie. Et l'Allemagne lui dit, ne t'en fais pas, nous allons balayer la Russie très très vite. Et puis il y a une rivalité dans les Balkans entre l'Autriche et la Russie, puisque l'Autriche avait annexé, alors c'était une occupation dans les années 80 du XIXe siècle, mais il y avait une annexion, je crois que c'est en 1908 précisément, de la Bosnie-Herzégovine. Donc il y a vraiment une rivalité entre l'Autriche a annexé la Bosnie, voilà. Alors que la Russie est la protectrice des orthodoxes serbes et avait soutenu surtout la Roumanie, mais un petit peu aussi la Bulgarie dans les guerres balkaniques. Et donc, l'Autriche, pour demander réparation à la Serbie, va établir une liste de conditions que la Serbie va accepter quasiment totalement, sauf une et encore, pas totalement, mais quand même les Serbes bouffaient des couleuvres. Et malgré cela, l'Autriche va déclarer la guerre. Et on le sait assez peu, on évoque souvent, tu sais, qu'il y a une cascade d'alliances qui a fait la conflit mondiale, mais quel est le prétexte qu'ont donné les Allemands pour déclarer la guerre à la France ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Le prétexte, c'est que des avions français
aurait survolé deux villes, je crois que c'est Nuremberg, non, c'est pas, enfin bref, j'ai oublié, c'est deux villes proches du Rhin, et les aurait soi-disant bombardées. C'est Mayence, Mayence et des villes dans la partie. Comment on appelle ça En Sarre. l'autre côté, en Sarre, voilà. En tout état de cause, ces avions, personne ne les a jamais vus. Ils auraient aussi soi-disant bombardé. Ces avions, personne ne les a jamais vus. Donc l'Allemagne, pour déclarer la guerre à la France, a créé, je dirais, un motif complètement artificiel. Et Clémenceau, j'en suis pas un très grand fan, mais il avait des bonnes formules. Il a dit ceci: je ne sais pas qui est responsable de la guerre, mais je sais que ce n'est pas la Belgique qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Ou non, qui a envahi l'Allemagne. Ce qui n'est pas totalement faux. C'est vrai. Ce qui n'est pas totalement faux. Rappelons que le plan allemand était de balayer la France en quelques semaines. Le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen, en attaquant à travers la Belgique, se faisant en menant l'Angleterre dans le conflit. Et une fois la France neutralisée, envoyer ses troupes grâce au chemin de fer très rapide, ouais, tout à fait. Et une mobilisation extrêmement efficace en Prusse orientale et en Silésie, et à ce moment-là, écraser les armées russes en Pologne. L'idée était que, en passant par la Belgique, on puisse prendre de revers, par une espèce de gigantesque mouvement de faux, on pouvait prendre de revers les armées françaises. Et divine surprise pour les Allemands, il y a en phase 2 le bonnet d'âne, Joffre, qui lui avait un autre plan d'attaque, le fameux plan 17. Quel était ce plan 17? Il faut penser un élastique. Un élastique, plus on le tire, plus il devient fin. Et donc, Joffre avait conceptualisé donc, avec ses sbires l'idée selon laquelle il fallait laisser l'armée allemande s'étendre un maximum, parce que plus elle s'étendait, plus son front potentiel se réduisait. Sauf que, manque de chance, ça ne s'est pas produit. Non. Pourquoi? Parce que les Allemands ont utilisé à fond les réserves, leurs troupes de réserve. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas eu le phénomène d'érosion, je dirais, du front. Donc, du coup, le plan de Joffre est parti en queue de. Et puis l'état-major de toutes les armées d'ailleurs de 1900, tous les grands généraux et maréchaux des années 14 avaient fait leur classe initiale dans les armées 30 ou 40 ans auparavant. Ouais. Et donc, avant l'invention de la mitrailleuse, avant des armes telles que les munitions au shrapnel dans les canons d'infanterie, et donc ne se rendaient pas vraiment compte des changements militaires qu'il y avait eu, bien qu'ils aient pu voir que la guerre de sécession avait fini en guerre de position aussi, très coûteuse en vie humaine, et que tant les Allemands que les Allemands en Belgique d'ailleurs ont subi des pertes énormes face aux forts des grandes villes fortifiées belges, mais aussi les Français se sont quasiment empalés contre les fortifications en Lorraine. Tout à fait. Tout à fait. Et, un million de pertes pendant le mois d'août 14, je crois. Alors, c'est de part et d'autre, je crois qu'en France, pour l'année 14, en France, je crois qu'on a eu 400 000 morts. Mais je parle de pertes globalement. Oui, c'est vrai, casualties en anglais, c'est avec les blessés. Mais ça, c'est une catastrophe. L'année 14, c'est une pure catastrophe. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire. Mais tu sais, ce qui est fascinant, c'est la révolution intellectuelle qu'ont été contraints de faire très rapidement en fait, les états-majors européens. Et si tu prends un mec comme Foch, par exemple, qui était donc le chef des armées alliées pendant la guerre, enfin à la fin de la guerre, tu prends ces bouquins de stratégie de juste avant la guerre, et il te fait l'éloge, je cite, des forces morales. Bien sûr qu'il en faut. Bien sûr qu'il en faut. Il faut des armées. Mais l'élan, voilà, le fameux, la furia française. Tu peux avoir tous les langues que tu veux, si tu contractes les abdos, la balle allemande elle va quand même traverser ton ventre. Hein. Donc bon, évidemment, ça suffit pas. Quoi, hein. Ils sont bien gentils, mais et d'ailleurs, l'un des grands artisans de cette révolution, c'est un certain Philippe Pétain. Ouais, on va en parler. Parce qu'en fait, alors pour en venir, en fait, toi cette passion de 14-18, elle t'est venue comment? Mais franchement, tous les Français, enfin moi, peut-être que je suis un extraterrestre, mais moi, il m'a semblé que c'est tellement, je peux pas te le dire, c'est inoculé. Quoi. Tu as des gens de ta famille qui ont combattu? Alors, moi, je crois que c'était le père de mon grand-père. D'accord. Et mon grand-père m'avait sorti une phrase que j'ai jamais oubliée quand j'étais tout petit. Il m'avait dit que c'était donc, je sais plus si c'était son père ou son oncle, qui lui avait dit, tu sais, moi j'ai gagné la guerre. Et tous les Allemands qui sont revenus vivants, ils ont gagné la guerre. Ceux qui l'ont perdu, c'est ceux qui sont morts. C'est une belle phrase et c'est très vrai. C'est une belle phrase. C'est pas une phrase de chef d'État, mais c'est une belle phrase. C'est presque du Platon. Platon avait dit la même chose. Je crois que seuls les morts voient la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'à la fin, effectivement, il faut pouvoir survivre c'est ceux qui survivent qui s'en sortent vraiment.
Alors de mon côté, j'ai eu un grand-père qui a fait 14-18, alors en Italie. Alors déjà, c'est Ouais, pas je me rappelle. 14-18, c'est 15-18. Ouais. Parce que l'Italie essaie toujours de choisir le camp qui va gagner plutôt qu'un autre. Parce qu'effectivement, ils ont commencé dans le camp de. Alors, Ouais, ouais. rappelons aussi, pour tous ceux des plus jeunes qui nous regardent, c'est que dans la Première Guerre mondiale, il n'y a pas d'alliés et il n'y a pas d'axe. Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On parle d'entente pour la France, la Serbie, l'Angleterre et la Russie. Et plus tard, d'autres pays qui se sont ajoutés. Et on parle de triple alliance pour l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie, qui n'est pas entrée dans la guerre en 14, n'a pas, comment dire, quel est le terme, n'a pas honoré son alliance parce qu'elle prétendait Alors attends, c'est pas tout à fait ça. Parce que leur alliance était défensive. défensive, exactement. C'était si l'Autriche-Hongrie ou Était l'Allemagne attaquée. étaient attaqués. Alors c'était l'inverse. Donc, ils n'ont pas Exactement, manqué leur parole. exactement. Contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, dans la première, c'est l'Allemagne qui déclare la guerre. Et l'Empire ottoman s'est greffé à l'Allemagne par un rocambolesque et très habile opération diplomatique de la part de l'Allemagne en octobre 14. Très, 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 très intéressant de voir comment l'Allemagne a réussi à faire entrer l'Empire ottoman en guerre. Mais c'est vrai que cette situation de 14-18, je t'en parlais avant de commencer, moi je me suis passionné à 14-18, bon, mon grand-père y a participé, donc bon, lui était dans les forces de douane, qui étaient des forces militaires, mais on me racontait dans la famille effectivement la difficulté que les gens avaient. Ouais. Or, avant la guerre, tout le monde était très enthousiaste, on ne se rendait pas compte des difficultés, même pour les civils. Rappelons que énormément d'Allemands sont morts de faim dans les dernières années du conflit. Oui, Il y a eu des blocus terribles, il y a eu des famines, c'était très, très difficile pour la plupart des pays d'Europe. En plus des combats, ça s'est terminé, d'ailleurs la guerre a été suivie par la grippe espagnole qui a tué des millions d'Européens et plus encore dans le reste du monde. Mais il y a vraiment une différence entre l'enthousiasme guerrier de 1914. C'était un enthousiasme qui est au-delà du caractère guerrier. Il y a un ouvrage que je recommande qui est de Stefan Zweig, qui s'appelle Le Monde d'hier. Oui, oui. Tu sais, ce sont ses mémoires. Très beau livre. Et en fait, il raconte cette Europe d'avant la guerre. Oui, c'est un très très beau livre. D'ailleurs, c'est un hommage à la France à certains égards. Oui. Pas que, mais notamment. Après, il n'aime pas que pour des bonnes raisons. Tu vois. C'est comme Nietzsche, il est francophile, mais pas que pour des bonnes raisons. C'est vrai. Bref. Et en fait, il y a une espèce de. On a l'impression qu'il y avait une douceur de vivre, en fait, oui. Qui a disparu. Voilà. Il y avait l'assurance d'être le meilleur. Ouais, c'est-à-dire que de fait, incontestablement, l'Europe de 1910 était au sommet et l'idéologie du progrès, elle donnait de ses promesses. Enfin, ses promesses étaient réelles, concrètement, tangibles. Si je devais faire une formule, je te dirais qu'on doit tout à James Watt, puisque la vraie révolution, c'est la machine à vapeur, puisque pour la première fois, on n'a plus besoin de la force humaine ou animale pour, je dirais, envoyer de l'énergie d'un objet à l'autre. Et puis on a l'électricité, et voilà, mais on a le gaz. Mais ça suit, tu vois, et on a eu cette révolution industrielle que n'ont pas eu les autres, et c'est ça qui nous a donné cette avance. Et on a en 1914 le début de l'aviation. Ouais, tout à fait. L'aviation, les premiers vols commerciaux, mais encore balbutiants, mais tout de même. On a l'aéropostale l'aéropostale commence un peu plus tard, mais on a le courrier. On a plein de choses qui pour nous sont totalement normales, qui démarrent à cette époque. Pour la première fois, on a des fruits exotiques dans les marchés. On a une découverte, on a des expositions universelles qui montrent dans différents pays du monde ce qui existe au-delà des mers. Il faut se rendre compte, l'Europe n'a pas dominé le monde pendant longtemps. C'est essentiellement à cette période-là où tout d'un coup, je veux dire, même la colonisation horrible et qu'on regrette aujourd'hui vraiment, par exemple de l'Afrique, elle commence en 1880. Ah oui, je la regrette. Moi, je peux te oui, mais on la regrette tous, pour eux et pour nous. Regrette, hein. Et elle commence en 1880, elle commence pas en 1400. Je veux dire, quand j'entends en Europe, vous devez tout à l'Afrique, je dis, ouais, Notre-Dame, par exemple, construite en 1200 et quelques. Non, l'Afrique a été colonisée en partie en 1890. Je crois même que pour la plupart des pays, la colonisation a été. Les routes ont été terminées dans les années 20 et 30. Disons que la colonisation de la plupart des pays en Afrique, à part l'Algérie, comme de côté,
ça a duré 60-70 ans, quoi. Oui, du début à la fin. La contre-colonisation de la France, à un moment donné, va durer plus longtemps, tu vois, malheureusement. Mais bon, c'est un autre problème, ça. Ça nous amène un siècle après 14-18. Restons. Ouais. Et donc, donc pour moi, la passion, elle est venue comme ça. J'ai d'ailleurs développé alors, et puis c'est ma passion d'histoire militaire, et j'ai développé dans les années 2000 des jeux pour ordinateur de simulation, et j'en avais fait un monstrueux, extrêmement détaillé, qui simulait toute la Première Guerre mondiale, avec les différents maréchaux, les différents généraux de tous les fronts. Donc ça allait jusqu'aux campagnes pour Tsingtao en Chine, et les combats navals aux Falklands. Enfin bref, c'était assez exhaustif comme approche, et donc forcément, je m'étais intéressé à tous les détails. Et on a une complexité qui n'a rien à envier à la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, tant sur le plan de l'industrie, du développement technologique, que de la mobilisation. Et le terme de guerre mondiale, il est bien... il est tout à fait mérité lorsque l'on voit qu'il y a eu des conflits, comme je disais tout à l'heure. Les dernières troupes à cesser le combat le font en 1919 en Afrique de l'Est. D'ailleurs, sur des territoires portugais que les Allemands avaient envahis. Il y a des histoires fascinantes à travers le monde. On parle souvent de l'armée d'Orient que les Français ont envoyé d'abord sur les Dardanelles, mais ensuite à Salonique. Mais oui, mais il fallait le faire à l'époque. Oui, bien sûr. Et il y a des combats navals. Je veux dire, qui aujourd'hui se souvient de la flotte française qui bombarde les Dardanelles en janvier-février 1915. Bref, il y a des aspects méconnus, et c'est vrai qu'on nous parle sans arrêt, et avec raison, puisque c'est là où l'essentiel de l'effort a eu lieu, des tranchées du front de l'Ouest, un petit peu du front de l'Est également. Les Russes ont donné, ils ont aussi eu des millions de morts. Et puis la Révolution. Ils l'ont payé très cher. Ils l'ont payé très très cher. La facture a été sévère. Oui, très très cher. Et on a en fait l'importance, il me semble, à 100 ans après cet événement, l'importance de cet événement n'est pas assez rappelée dans les médias. C'est simple. Hein. On évoquait tout à l'heure, enfin si tu veux, au début de la vidéo, on évoquait la domination occidentale, mais c'est surtout de l'Europe. Hein. C'est-à-dire que les États-Unis sont devenus nos créanciers pendant la guerre, oui. Mais c'était surtout de l'Europe. Et concrètement, tu sais, moi, il y a des gens qui me disent que des fois que je suis germanophobe. C'est absolument ridicule. Je crois que les États-Unis en 1914, c'est à peine 40 millions d'habitants. C'est à peine la population de la France. Je ne pense pas que c'est plus. Mais là où je voulais en venir, c'est que tu vois, ton serviteur est parfois qualifié de germanophobe par des individus de notre milieu. En fait, je ne suis pas germanophobe, c'est que je ne suis pas nazi, contrairement à certains d'entre eux. Moi non plus. Et d'ailleurs, c'était condamné par l'Église, le national-socialisme. On ne peut pas l'être, on n'est pas socialiste. Ouais, puis quand tu on n'est pas de gauche, donc quand tu es catholique, quand tu es catholique, tu te sommes au magistère, et le magistère a condamné le nazisme. Ça, c'est vrai. Passons. Mais moi, ce que je reproche à l'Allemagne au XXe siècle, c'est d'être à l'origine du suicide de l'Europe. Et d'ailleurs, l'Allemagne, c'est la branche sur laquelle elle était assise, parce que c'était la puissance dominante en Europe. Donc, elle-même a payé cher, ça. Alors, si on peut se faire légèrement l'avocat du diable, oui, c'est le cas de le dire. Tout le monde pensait que la guerre allait être expédiée en quelques mois, que ça allait être au mieux une répétition de la guerre de 70, c'est-à-dire quelques mois, quelques batailles qui allaient balayer. Évidemment, chacun pensait que ce serait l'autre, et finalement, ça a duré bien plus longtemps. Et si on veut se faire l'avocat du diable, en janvier-février de 1915, il n'y avait plus de munitions. Et donc, de fait, la guerre aurait dû se terminer en début 1915. L'Angleterre n'avait plus de stock, elle n'avait pas d'industrie capable d'en fabriquer. L'Allemagne également n'avait pas prévu une guerre de plus de 6 mois. Et la France avait une meilleure capacité que les autres, mais enfin était aussi sous stress. Et c'est là où les industries ont dit au gouvernement, si vous ne nous payez pas en or, on arrête, on ne va pas investir pour fabriquer de nouvelles usines. Il va falloir vous contenter de ce qu'on sait faire, mais il va falloir payer plus. Et les États n'avaient plus d'argent. Et qui a payé? Ce sont les banques internationales qui ont permis aux industries d'investir, qui ont permis aux États de continuer la guerre. Alors tu sais, il y a un bouquin auquel je renvoie, c'est le 3e tome des responsabilités des dynasties bourgeoises d'Emmanuel Bolognini, qui porte sur 14-18 et qui évoque le rôle des dynasties bourgeoises. Et par exemple, il évoque que
les Allemands avaient repris une mine dans laquelle il y avait je ne sais plus quel fer. Et à plusieurs reprises, l'état-major avait demandé à ce qu'on bombarde cette mine pour que les Allemands ne l'exploitent pas, parce qu'ils l'exploitaient. Et on a toujours refusé. Et nous dit Baudelomeni, c'est parce que cette mine appartenait à François de Wendel, dont l'un des descendants est ce cher Ernest Antoine Salière, de Saint-Gobain, et qui apparemment a eu un petit veto pour qu'on lui détruise pas son petit bijou, tu vois. Mais il y a eu des fortunes colossales qui se sont bâties pendant le 14-18. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors ça ne s'est pas su sur le moment, mais ça s'est su plus tard. Et puis, il y a eu aussi des démarches diplomatiques pour la paix qui ont été faites, notamment quelques-unes ici en Suisse, et par la Suède, et qui ont été refusées par les belligérants, on va dire, occidentaux, car on leur avait promis qu'une communauté allait pouvoir pousser pour l'entrée en guerre des États-Unis. Mais surtout, tu sais que quand tu as fait autant de sacrifices, autant de morts, c'est ça. Tu peux pas te contenter de quelques miettes d'un moment. Tu peux pas entraîner tout ton peuple. La paix antebellum, elle n'est plus acceptable. On a trop dépensé. Exactement. Donc là, il faut du lourd. Quoi. Alors, les paix en demi-mesure. Cela dit, alors, j'ai mentionné les États-Unis. On croit à tort que c'est l'entrée en guerre des États-Unis qui a fait pencher la balance et que ce sont gros les États-Unis qui ont gagné la guerre. C'est faux. Ça, c'est peut-être l'Union soviétique et les États-Unis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est clair. En revanche, il faut le dire, c'est la France qui a gagné la Première Guerre mondiale. C'est vrai que, bon, moi je serais peut-être taxé de chauvinisme, mais les faits sont là. Tu sais, avant d'arriver sur 1918, ce qui est intéressant, c'est 1914. Tu sais que dans mon ouvrage sur l'affaire Dreyfus, qui se termine par la guerre, j'évoque cette intervention de la Verge le 6 septembre 1914, où elle stoppe les Allemands de la main, tu n'iras pas plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est la bataille de la Marne. Voilà, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que von Kluck en écrit. Et il explique qu'en gros, on a fait reculer les Français sur des centaines de kilomètres en 15 jours. On penserait que les mecs seraient complètement sur les rotules. Et au contraire, ils ont la pêche, ils relancent les combats et compagnie, ils réenvoient la sauce, voilà. Donc l'homme français, en quelque sorte... Non, il ne voulait pas perdre face à l'Allemand. Exactement. Ouais. Une fois, ça suffisait. A été solide. Et puis tu vois, tu lis l'ordre qui est donné pour la bataille de la Marne, c'est en gros... Vous mourrez, mais vous ne reculez pas. Ouais. Ce qui aujourd'hui serait condamné par les droits de l'homme et compagnie, et blablabla, soit dit en passant. Donc avec certains principes, on perd les guerres. Aujourd'hui, on préfère mourir que de combattre, ça c'est évident. Bref. Mais à cette époque, oui, il fallait vaincre ou mourir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand les Américains débarquent, ils se battent avec du matériel français. Absolument. Les Français étaient promis sur les chars, alors que c'est possible, mais les Allemands, justement, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas très bons Ils ont fabriqué 17. Quoi. Et en 18, si tu veux, en gros, l'histoire de la guerre, en 18, c'est 3 offensives allemandes et une contre-offensive alliée. En gros, je caricature un peu, mais bon, voilà, c'est l'idée. Mais les Allemands n'ont jamais réussi à enchaîner leurs offensives parce qu'ils n'avaient pas ces chars qui leur permettaient de faire des réactions en chaîne, je dirais, militairement parlant. Et donc, comme tu l'évoques, comme on l'évoque souvent, c'est-à-dire concrètement 1,5 million de morts, quoi, tu vois. 1,5 million de morts. Je précise, plus les gueules cassées, les blessés. Et 3 millions de blessés. Les États-Unis ont eu 50 000 morts. Et je crois qu'en termes de combat effectif, il y a 130 jours, je crois, un truc comme ça. Tu vois. Oui. Donc c'est vraiment dérisoire. Et il y a une très belle scène. Tu sais que les Alliés ont accepté de créer donc, le poste de Foch, donc de commandant suprême des armées alliées, parce que les Allemands ont fait vraiment un gros coup de boutoir en mars 1918. Et vraiment, ils nous défoncent, ils nous font reculer peut-être sur 100 km quasiment. Enfin bref, on se prend une grosse dérouillée. Il y a une scène très touchante où Pershing, le chef donc, des armées américaines, vient en quelque sorte remettre les armées américaines au sort, qui les remet qui les met à la disposition, je dirais plutôt. C'est une scène extrêmement touchante et humble, je dirais, de la part de Pershing et des États-Unis. Quand on lit, moi j'ai beaucoup lu des récits des militaires américains de cette époque, et effectivement ils étaient en admiration face à l'armée française, plus que face à l'armée britannique, qui a eu des problèmes considérables pendant la Première Guerre mondiale, et qui était équipé, formé par les Français. Oui, tout à fait. Et qui était en grande admiration par l'armée française. D'ailleurs, l'armée française est sortie la première armée du monde, et ce jusqu'en 1940. Oui, tout à fait. C'était le zénith de l'armée française en quelque sorte depuis au moins un siècle en tout cas. Depuis Austerlitz. Voilà. Alors ceci étant dit, bon, moi je l'ai un peu mauvaise parce que Clémenceau nous a empêché d'aller à Berlin, si tu veux, pour des raisons de finances internationales, soit dit en passant. D'ailleurs,
les armées françaises ont combattu en 1919 en Bessarabie, l'armée d'Orient qui était d'ailleurs le très bon film de Tavernier, Capitaine Conan, Conan, ouais. montrait cette année. C'est un roman à la base. Oui. C'est un roman. Hein Ouais, très très bon film. Pas du tout gauchiste, j'ai trouvé. J'ai trouvé un bon film, c'est rare sur cette période. Et c'est vrai que. Pourtant, l'acteur principal est un sacré gauchiste. Hein. Ah, il a mal fini, mais en tout cas, à cette époque, il s'est mal commencé aussi. À cette époque, il campait un personnage tout à fait représentatif de la mentalité de cette époque. Ouais. Et combattant viril. Il y avait une virilité dans cette époque aussi. Ah, ça c'est clair. Hein. Il y avait une virilité et il n'y avait pas d'exaction sur les civils. Même les Allemands qu'on a accusés à tort en Belgique, en France. Peu. Ah non, en Belgique ils ont envoyé. Je te garantis que c'est pas comme en Pologne. Non, mais après c'est pas comme en 45. On est d'accord, on est loin de ça. Mais disons que non, mais je veux dire, il y avait encore un côté chevaleresque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a toujours des exactions, évidemment, mais là où il n'y a pas une armée, il y a toujours du malheur. En revanche, il y avait encore un esprit chevaleresque de tous les combattants. Il y avait encore un respect voilà, lorsque l'ennemi se rendait. Je vais te raconter une anecdote issue d'un roman que tu as sans doute lu, qui s'appelle À l'Ouest rien de nouveau. Bien sûr. De Remarque. Remarque, ouais. Un écrivain allemand. Et il y a une scène très touchante. Brûlé par les nazis. Enfin, lecture interdite par les nazis. Et bien écoute, il y a une scène très touchante, tu vois, où en fait, donc c'est le narrateur qui est un soldat allemand de mémoire, qui se retrouve face à un Français et en gros il s'entretue. Ouais. Et le soldat allemand a pris de remords et il fouille les papiers du soldat français et il trouve donc les papiers d'identité et il voit marqué, je crois, Gérard Duval, typographe. Et il fait, j'ai tué un typographe. Et il est dévasté par le fait d'avoir tué un typographe. Et de mémoire, il dit à la fin de la guerre, il faudra que je retrouve sa famille, que je lui envoie des sous. Enfin, tu vois, mais c'est une très belle scène, quoi. Ouais. C'est une très très belle scène. Non, et c'est vrai qu'on a remis au goût du jour, par exemple, la trêve de Noël de 14, parce qu'elle symbolise un aspect pacifiste, etc. Très bien, et à juste titre, on voit qu'il n'y avait pas cette haine, finalement, entre les ouvriers et les paysans allemands, italiens, français, russes ou autres. En revanche, on voit qu'il y avait justement un combat qui pouvait être dur, qui pouvait être terrible, mais en même temps il y avait un côté chevaleresque. Et je me permets aussi. Et lorsqu'on se rendait, et on était bien traité. Je me permets de te citer aussi un autre bouquin, j'ai plus le nom exact, c'est un général français qui l'a écrit, qui s'appelle Gloire aux humbles de 14-18. Ah, et, mais je le cite dans La France disait contre elle-même. Et il évoque des anecdotes d'héroïsme, si tu veux, d'individus. Et c'est hallucinant. Et il y avait un patriotisme de malade. C'est-à-dire que tu as des mecs qui se prennent une balle dans la tête et qui repartent au combat parce que tu vois, elle n'a pas touché le bon visage. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. On peut parler du colonel Drian, je ne sais pas si tu connais, qui est mort à Verdun. Le colonel Drian, donc, qui était un député français. Donc au printemps 14, il est réélu député. Quand les combats éclatent, il s'engage volontaire dans l'armée à 60 ans. Et il est mort à Verdun au combat, quoi. Donc ça, c'est une figure vraiment extrêmement française, quoi. Alors je pense que ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on nous a aussi beaucoup, et dans un certain aspect, avec raison, nous a aussi beaucoup montré les aspects terribles, négatifs et horribles de cette guerre, puisque dans les tranchées, il y avait la boue, la pluie, évidemment, les rats, les cadavres puants dans le No Man's Land. Je ne sais pas comment on dit en français le No Man's Land. C'est comme Week-end, c'est la même chose. Voilà, c'est les zones de non-droit de la République de l'époque, c'était le No Man's Land. Mais voilà. On nous montre aussi, voilà, on nous montre cette horreur de la guerre. Et c'est juste. Souvent, on nous le montre avec un dessin un peu utopiste, pacifiste. Je pense aux bandes dessinées de excellente bande dessinée de Tardy, mais aussi certains livres, effectivement, par exemple Barbus, Le Feu, ou même Remarque, effectivement, Rien de nouveau sur le front de l'Ouest. C'est un livre pacifiste, c'est pour ça qu'à un moment il a été interdit dans l'Allemagne nazie. En tout cas, l'auteur a été un peu mis à l'index. Mais on nous montre cet aspect négatif, et encore une fois, à juste titre, parce que vraiment c'était une boucherie, et il y a eu des généraux, moi je peux parler du côté italien qu'on m'a raconté, où l'offensive ne fonctionnait pas, on envoyait encore plus de soldats avec les mêmes tactiques qui ne marchaient pas, et simplement pour gagner quelques kilomètres. Je vois que l'Italie a eu une dizaine d'offensives contre les Autrichiens,
pour des résultats infimes et avec des centaines de milliers de morts pour pas grand-chose. Et ça a amené d'ailleurs des révoltes. On peut parler des révoltes suite à l'offensive du chemin des Dames, de Nivelles, qui n'était peut-être pas le plus brillant des généraux, et qui a été remis à l'ordre d'ailleurs par Pétain. Oui, tout à fait. Le chemin des Dames, je crois que c'est le 16 ou 17 avril 17. Je crois qu'en quelques heures, il y a 15 000 morts. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, les Allemands n'étaient pas là où on s'attendait qu'ils soient. Et ils nous attendaient avec leurs mitrailleuses. C'est aussi terrible que l'offensive de la Somme des Anglais. Oui, tout à fait. Et on peut comprendre à ce moment-là que chez les soldats qui n'ont jamais fait de défaitisme ni n'ont jamais voulu se rendre. Oui, bien sûr. Et ils ont simplement dit on ne veut plus être à l'offensive tant qu'il y a ces stratégies qui usent les hommes comme on userait tout à fait. de choses sans valeur. Donc, comme je te l'ai évoqué, le grand artisan de cette révolution psychologique, c'est Pétain. Et il a mis donc Pétain est devenu donc, le commandant-chef des armées françaises en mai 17, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il a mis en œuvre directement donc, à la bataille de Malmaison, qui est vraiment, il y a une nouvelle utilisation de l'artillerie. Tu vois, il avait brillé l'année précédente à Verdun. Oui, tout à fait. En organisant la défense de Verdun face aux offensives allemandes. Et précisément, il avait mis en place ce qu'on appelle la voie sacrée. Parce que Pétain n'a pas fait toute la bataille de Verdun, mais il a géré le temps chaud. Ouais. Il a mis en place la structure logistique qui s'appelle la voie sacrée. Qui a permis de tenir. Et le roulement aussi d'hommes. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a près de 80% des soldats français de l'époque qui sont passés par Verdun. C'est énorme. Quoi. Oui, et c'est vrai qu'on a, à partir de cette approche très intelligente et très humaine, si on peut dire, si on peut utiliser ce terme, et rationnel, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que déjà les réserves humaines n'allaient pas être infinies, et puis que la motivation, ce fameux élan, cette motivation de combattre qui était là, eh bien, il allait amener éventuellement des révoltes ou des mutineries. Et d'ailleurs, on a aussi une certaine presse et historiographie de gauche à gonfler les exécutions, à exagérer. Il y a eu des abus. Il y a eu des abus en Italie, on a eu des abus en France de gens qui ont été condamnés de manière excessive et injuste. Mais il n'y a pas eu autant de fusillés que ça. Il y en a eu quelques dizaines seulement. Et Pétain, même l'historiographie officielle est contrainte de le reconnaître, il a géré beaucoup d'humanité. Et il faut savoir qu'à l'époque, on a retiré le droit de grâce au président de la République, que c'était plus que donc, le généralissime qu'il avait. Mais ça a été globalement géré avec beaucoup d'humanité, et c'est ce qu'on a reconnu au maréchal Pétain pendant très longtemps, en tout cas. Oui, c'est encore une fois le pacifisme, et on peut l'entendre, et je pense que cette guerre a été par certains aspects, avec du recul, absurde et un suicide de l'Europe. Néanmoins, il faut reconnaître qu'elle a aussi été utilisée par les pacifistes qui ont contribué à la défaite, par exemple, de 1940, et qui ont tordu, comme d'habitude, les faits pour en changer la narration, pour avoir une histoire encore une fois, antipatriotique et utiliser finalement la volonté qu'ont chaque individu, et notamment les vétérans de cette époque, de vivre leur vie, non pas dans une tranchée et au combat, mais de vivre avec leur famille, sur leur terre ou dans leur travail. Ça a été manipulé et utilisé, et souvent on a du cinéma dans les années 60-70. Moi je pense à certains films italiens qui ont vraiment mis l'accent sur les injustices de la justice militaire, sur les soldats qui ne comprenaient pas les ordres parce qu'ils étaient calabrais ou siciliens, et qui ont ensuite été jugés pour refus d'ordre, etc., qui sont des épiphénomènes mais qui ne représentent pas réellement donc je prends ça comme exemple, mais c'est vrai qu'on a des cas partout. Et puis il y a des pays qui ont souffert. Par exemple, la Serbie, elle a eu un taux de pertes dans son armée, mais aussi dans sa population civile, qui sont incomparables. Heureusement, en France ou même en Allemagne, il y a eu de la famine en Allemagne, mais la France n'a pas eu. La France n'a pas souffert autant dans sa population civile, fort heureusement. Mais la Serbie, oui. Parce qu'elle a été occupée intégralement. Donc la Serbie, effectivement, a été aux abonnés. C'est un des peuples qui a le plus souffert. Avec
des aspects méconnus, c'est que l'armée serbe Baltimore, s'est embarquée, il y a eu une sorte de Dunkerque serbe en 1915, je crois, depuis l'Albanie. Et ils ont été embarqués par les flottes françaises, italiennes, anglaises, puis amenés à Salonique. Ouais, Salonique, c'est ça. Ou Salonique, c'était des Allemands, je crois que le général allemand euh, Falkenhayn, qui s'occupait du front sud, disait qu'en fait c'est un immense camp de concentration, un immense camp de prisonniers, pardon, il n'y avait pas de camp de concentration à cette époque, il y en avait chez les Anglais, mais pas chez les Allemands. Et il disait que voilà, à Salonique, il y avait je ne sais plus combien de centaines de milliers de Serbes, de Grecs, d'Anglais, de Français, et qui, en tout cas à cette période-là, n'ont pas percé. D'ailleurs, c'est peu su, mais en fait, les Alliés ont provoqué un coup d'État en Grèce, Oui. puisque le chef d'État était pro-allemand. Et c'est vrai. Ça les Le roi était pas pro-allemand. Le roi était pro-allemand et le Premier ministre était pro-britannique. Venizelos, le Premier ministre. On a organisé un petit changement de casting, quoi. Oui, comme ça se fait souvent. Le régime Bon, change. c'est pas le genre de la maison. Régime change. Ça, c'est pas vu, c'est des puissances occidentales qui renversent des régimes. Mais d'ailleurs, et ce qui est paradoxal, c'est que c'est d'ailleurs une des manières dont la guerre s'est terminée. Il y a eu plusieurs victoires militaires, mais la percée hors de Salonique sur la Bulgarie, ouais. Et la chute de la Bulgarie qui coupait le contact avec l'Empire ottoman, a provoqué par domino la chute de la Bulgarie, qui provoque la chute de l'Empire ottoman, qui provoque la chute de l'Empire austro-hongrois, et qui provoque, en plus des défaites militaires, effectivement, tu mentionnais la seule offensive de 1918, qui perce vraiment, quoi. Elle va percer, et s'il n'y avait pas d'armistice, il finissait dans la roue, quoi. Et là, c'était fini. Et d'ailleurs, je suis content de voir que, tu sais, que moi, dans la France contre elle-même, j'évoquais ce passage-là, à savoir que concrètement, donc, Franchet l'espérait, qui serait fait maréchal par la suite, donc le 15 septembre, perce le front germano-bulgare, il peut foncer sur Berlin, voilà. Mais c'est Clémenceau qui l'arrête. Et bien, j'ai appris, alors je sais à vérifier, mais que Zemmour, dans son dernier bouquin, en parle aussi. Ah, c'est qu'il a lu ton livre. Dans son bouquin qui vient de sortir, ça je ne sais pas, mais je lui souhaite de l'avoir lu en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, la vérité se diffuse petit à petit, c'est ce qu'il faut retenir. Alors effectivement, donc, l'importance de la France, elle est diplomatique, elle est évidemment militaire, elle est industrielle. L'Angleterre joue un rôle, bien sûr, la Russie aussi, mais elle mène une très très mauvaise guerre avec des défaites après défaites, avec peu de victoires, peu exploitées, qui amènent des troubles qui étaient déjà présents, des troubles sociaux qui amènent à la révolution, aux deux révolutions, celle de mars et d'octobre. Catastrophe pour le monde, catastrophe pour la Russie, bien sûr. Le communisme est une saloperie, il faut toujours le répéter. 100 millions de morts au XXe siècle. Et puis combien d'âmes en enfer surtout, parce qu'ils ont répandu l'athéisme partout, l'avortement partout. C'est vraiment, le communisme est une saloperie, il faut vraiment carchériser ça, qu'il ne reste pas un centimètre carré. Dont la matrice est et dans la Révolution française. Ah oui, tout à fait. On ne dira jamais assez à quel point la Révolution française est une catastrophe pour le monde. Mais là, c'est un siècle avant le 14-18, c'est vrai. Alors, on touche trois siècles, en fait. On touche de la fin du 18e avec la Révolution française, une sorte d'apothéose, c'est pas le terme, mais enfin, une sorte d'explosion catastrophique en 14-18. Deuxième manche en 39-45 pour remettre une couche à ce suicide de l'Europe. Et la fin du XXe siècle, c'est la domination des États-Unis d'un côté, en tout cas pour l'idéologie de l'Union soviétique et du communisme de l'autre, sur la Chine et la Russie, et plein de pays non alignés. Et puis maintenant, voilà, nous sommes encore en ce début du XXIe siècle, nous sommes des enfants de 14-18 encore. Bah, tout à fait, puisqu'en fait, si tu veux, en quelque sorte, 1918 a secoué le cocotier européen et l'a désintégré, quoi. Le vrai drame de l'Europe, si tu veux remonter encore plus loin, le vrai drame de l'Europe, c'est que les Habsbourg et les Bourbons n'ont jamais su se mettre d'accord. Ouais. Et si c'était le cas, déjà il n'y aurait plus de Turquie en Europe, on aurait repris Constantinople depuis longtemps, on aurait solidifié les choses, on aurait fait une Europe sous le sceptre du catholicisme, mais bon, malheureusement, pour des considérations temporelles, les princes catholiques sont foutus sur la gueule entre eux. Mais en gros, en détruisant la dynastie des Habsbourg, on a quand même détruit ce qui faisait l'équipe de l'Europe depuis des siècles. Ouais. Et après, on a abouti à tout ça, quoi. C'est-à-dire que concrètement, il y avait un boulevard face à l'Allemagne, un boulevard s'est dégagé devant elle. Ce que d'ailleurs Bainville avait très bien écrit dès 1919.
Et voilà, hein, donc tu vois, en fait, c'est la fin, en fait, si tu veux, de l'Europe traditionnelle. C'est-à-dire Oui, que fin des Romanov, fin des Habsbourg, républicanisation totale. Donc, en fait, c'est la révolution quand on dit la oui. République. J'allais dire, c'est la France a gagné la guerre, mais encore plus que la France, idéologiquement, c'est la République. Ah oui, oui, très clairement, hein, c'est la diffusion de l'idéal révolutionnaire partout. Révolution en Allemagne d'ailleurs aussi, Oui, en révolution en 1918-19. Hongrie. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est que concrètement, c'est une. Révolution socialiste en Italie qui devient la révolution Ouais, fasciste, puisque le fascisme est socialiste. tout à fait. En fait c'est l'enracinement européen qui se fait désinguer en fait, Ouais. en 14-18, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Et C'est vrai que dans mon pays ouais, natal, vas-y. le fascisme n'est pas si mal vu que ça encore un siècle après. Il Mais paraît que ça tweet, il paraît qu'il y a un dirigeant italien qui tweet des citations de Mussolini. non, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit qu'il y a une matrice socialiste du mouvement fasciste qui est également, et c'est en ça qu'il ne me plaît pas d'ailleurs, c'est que c'est aussi un modèle pour faire table rase du passé. Ouais. Alors, parce que c'est des Italiens et que c'est des pragmatiques, ils ont vite compris que par opportunisme, il valait mieux avoir une forme de gouvernement enraciné. Enfin, on s'éloigne du sujet. Mais dans l'ensemble, en Europe, il y a eu des mouvements beaucoup plus radicaux. Par exemple, le mouvement national-socialiste des travailleurs allemands Ouais, qui se réclamait. On voit, on a énormément de citations de Hitler, de Goebbels qui se réclament, de Lénine, de Marx. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Alors, ils ont changé aussi par mais ne rapport à serait-ce que dans leur nom, hein, de toute façon. ils ont changé une fois au pouvoir, et parce qu'ils ont dû s'allier avec les nationalistes pour prendre le pouvoir en 1933, parce qu'ils n'étaient pas majoritaires. Mais on voit que là, c'est encore plus radical. Bien Il y sûr. a une volonté révolutionnaire qu'on retrouve chez un Robespierre ou chez un Ouais, Rousseau, encore une fois, faire table rase du passé. tout à fait. Je crois que tu résumes bien la chose en disant que le vrai vainqueur de 418, c'est la Révolution, quoi, concrètement. Hein. Et puis même en France, ça a fermé le régime républicain. C'est... Qui est une révolution bourgeoise. Ah oui, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. C'est Mais clair. c'est terrible. Et puis aussi, c'est responsable de la scission, si tu veux, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ouais. Aujourd'hui, on parle très naturellement d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest, mais à l'époque, c'était pas le cas. Non, c'était l'Europe centrale, la Mitteleuropa. Europa. Exactement. Hein. Il n'y avait pas cette espèce de scission-césure entre les deux, quoi. Il y avait les Balkans, c'était un monde. Il y avait l'Europe centrale, dont l'Allemagne faisait partie. Ouais. La Pologne, c'était une partie de la Russie. Et puis, il y avait l'Europe du Sud, et il y avait la France. Et Stefan Zweig en parle très bien. Ouais. Très c'est un excellent livre, si vous le trouvez. Le monde d'hier. On le trouve. Et un autre livre qui est très très bien, qui explique, qui s'ajouterait à ce monde d'hier de Zweig, c'est la grande historienne de 14-18 américaine Barbara Tuchman, qui a écrit un livre qui s'appelle, je ne sais pas si le titre français, je le traduis de l'anglais, je crois qu'il s'appelle La Tour d'Ivoire, qui parle du monde jusqu'en 1913. Du monde, voilà, au tournant du siècle et jusqu'à 1913, qui est très très bon. Pour les livres, la bibliographie de 14-18, elle est infinie, elle est colossale. Moi, je connais beaucoup de livres sur l'aspect militaire. L'aspect social est important. La réorganisation, par exemple, je le mentionne dans mon livre sur les femmes, c'est à ce moment-là où la femme est introduite dans les usines. Oui. Elle remplace encore plus les hommes dans les champs qui sont sur le champ de bataille, dans les usines, dans l'aide aux blessés, dans les hôpitaux. Et le féminisme commence vraiment là. Oui, tout à fait. Et au moment où tu dis ça, il y a une sortie de notre ministre de la enfin, je ne sais pas si on dit la guerre aujourd'hui, qui nous dit qu'elle veut 10% de généraux femmes dans les forces. C'est pour ça que ça a tout changé. Hein. Les Russes vont avoir peur. Voilà. Mais quoique les femmes peuvent être beaucoup plus cruelles et plus méchantes que les hommes, justement, ça c'est à éviter dans les armées. Moi, je suis pour l'évolution naturelle des choses. Oui, bon, de toute façon, tout va revenir dans un monde traditionnel très bientôt. Mais on va gagner à la fin. Mais c'est vrai que voilà, le début du féminisme, parce que c'est un mouvement qui, mine de rien, a fondamentalement changé nos sociétés. Il démarre à cette époque-là. D'ailleurs, je mentionne, c'est presque une boutade, mais dans mon livre, je mentionne que 1914-2014, c'est le siècle des femmes. Je pense que c'est le seul siècle des femmes. Mais c'est assez intéressant de voir que voilà, ça a vraiment commencé par 14-18. Quoi. Bah oui, notre modernité a beaucoup d'égards, pour le meilleur et pour le pire, je dirais.
trouve son essence, je dirais, dans ce. En fait, on l'a souvent dit, mais il faut le répéter, c'est le suicide de l'Europe. Je crois que les gens n'ont pas aveuglés que nous sommes, si tu veux, par l'hyper de puissance américaine. On oublie complètement qu'on était les maîtres du monde, quoi. Oui. Effectivement. Il y a à peine un siècle. Et nous sommes aussi aveuglés par le confort aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Il reste encore un grand confort que le virtuel accentue. Mais en 1914, c'est vrai que, comme on le disait au tout début, à part quelques territoires, voilà, puis même l'Amérique latine, en fait, les dirigeants d'Amérique latine sont des Européens. Bah, évidemment, ça c'est un petit tabou. À part le Libéria, l'Éthiopie, la Perse aussi peut-être. La Perse. Encore, très sous influence angloise. Oui, et le Japon et en partie la Chine qui est en train de s'effondrer. Et la Chine encore elle est extrêmement colonisée par les Européens, ils en veulent encore, hein, des traités qu'on leur a imposés. Tout à fait. L'Allemagne et le Japon se sont castagnés là-bas. En 14, oui. Donc la Chine était quand même... Il y avait une colonisation informelle. Ah oui, jusqu'en 1900, jusqu'en 1945, la Chine est encore le jouet des Occidentaux, si on peut dire. Et je le regrette, hein, tout ça, moi je le regrette. Parce que la dominance du monde, c'est une chose, mais... après, c'est la vie, quoi. Mais après, voilà, on est toujours... Et je vais te dire un truc, mon cher Pierrot. Moi, ma maxime à moi, malheur au vaincu. Il ne fallait pas être faible. Ça, c'est vrai. Tu vois, nous, on est assez cons pour faire rentrer chaque année, ne serait-ce que légalement, 200 000 Suédois par an. Malheur au vaincu. C'est à nous qu'il faut s'en prendre, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est la seule loi de l'histoire. Ouais. C'est la seule loi de l'histoire. Vae victis. Et d'ailleurs, c'est les Gaulois. C'est un Gaulois qui en tout cas, selon c'est une traduction évidemment romaine, mais c'est Brennus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Brennus qui, après avoir pris Rome et quasiment pris Rome, a forcé pris Rome tout court, cher ami. Sauf erreur, en fait, le Capitole n'a pas été pris, mais bon, peu importe. D'accord. C'est un détail, mais en revanche, puis de toute façon, c'est les Romains qui ont écrit l'histoire. Ouais. Enfin, ils ont su reconnaître la bravoure des Gaulois à ce moment-là, et ils ont payé un très cher tribut, mais ils ont gagné la volonté indéfectible de jamais plus. Oui, d'ailleurs, ça leur réussi. Jamais plus. Ils ont tenu 1000 ans dans l'Empire d'Occident et 1000 ans dans l'Empire d'Orient, c'est même pas mal. Ouais. Enfin, voilà, à la fin, tout tourne, tout change. D'ailleurs, je pense que c'est important, c'est que on en fera une sur l'Empire romain, c'est 4. On fera une sur l'Empire romain, et on en fera une sur la fin de la civilisation occidentale, parce que je pense qu'elle est consommée. La fin de notre civilisation est faite. La question, c'est quelle civilisation va naître, descendre de celle-ci? Est-ce que nous allons vers un nouveau Moyen-Âge? Est-ce que c'est je signe pour est-ce que c'est un islam 2.0 européen? Moi, je n'y crois pas, mais enfin, c'est une hypothèse. Non, je pense que il n'y a aucune chance, mais enfin, ça peut être rigolo d'un point de vue de science-fiction d'écrire là-dessus. Je pense qu'il y a un grand travail d'imaginaire à faire pour essayer de trouver parce que ce suicide européen, il est consommé maintenant. Il n'y a même plus d'Européens. Où nous sommes dispersés, nous ne sommes plus forcément là. Il n'y a plus cette épine dorsale, il n'y a plus même cette industrie. Déjà, un truc tout con, mon cher Pierrot, mais tous les sujets que nous avons brassés là, combien d'Européens les connaissent ou s'y intéressent? Mais même on est imbibés. Parce que nous avons l'histoire que le corps, mais très très peu. Très très peu. Et c'est une minorité qui refera l'histoire de toute façon. Oui, c'est une minorité qui refera l'histoire et comme toujours d'ailleurs. Et nous allons, c'est pour ça que dans mes livres, je théorise un effondrement très violent qui nous arrive de plus en plus vite et qui est de plus en plus, moi je le vois déjà là, hein, et je préconise de sauvegarder les livres d'histoire, les textes, même des aspects culturels comme la musique, parce que justement ce qu'on a au corps, on doit pouvoir le transmettre, on doit pouvoir le faire savoir et sans les falsifications orwelliennes du moment. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique que c'est en fait un bataillon de Sénégalais, de tirailleurs marocains, qui certes ont fait leur travail, il n'y a pas de souci, mais qui ont battu c'est eux qui ont battu l'armée allemande pendant 2 guerres. Et tout ça, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui, un siècle après. On va peut-être couper la dernière partie. Je peux partir en couille, je sais pas. Comme tu veux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure?
va gagner à la fin. La conclusion, c'est qu'on va gagner à la fin. La conclusion, c'est qu'on va gagner à la fin parce que seuls les vivants voient la fin de la guerre. Et puis surtout, Non, c'est Platon disait seuls les morts voient la fin de la guerre. alors Platon, moi, c'est pas une de mes références, notamment parce qu'il y a des apologies de l'homosexualité qui me dérangent un peu. J'ai pas tout lu de Platon. Bah, le banquet, hein, je veux dire, bon, bref. C'est les Grecs. Hein. La sélection naturelle va se faire par. Exact. Ouais. La sélection naturelle se fait notamment pour des raisons anthropologico-culturelles. Et le niveau, il est chez nous. Il n'est pas chez les gauchistes. Le niveau, il est chez nous. Voilà. Donc, on va gagner à la fin. Ça prendra du temps, ça sera douloureux, on va souffrir, mais on va gagner à la fin. Il n'y a aucun doute. Et en plus, on aura les grâces du bon Dieu. Eh bien, même pour moi qui ne suis pas croyant, j'abonde dans ce sens. J'espère qu'on Jamais aura trop tard. les grâces. Comme pour lui. Que les puissances de l'univers nous aient dans leur bon papier. Ça, c'est clair. Adrien, ça m'a fait plaisir de te recevoir en Suisse. Mais moi aussi, mon cher Pedro. On pourrait discuter des heures. Là, on a fait vite, on a essayé de condenser, on a essayé de... Mais on en fera d'autres. Bah oui, sur l'Empire romain, par exemple. Sur l'Empire romain, il y a beaucoup à dire. Là, c'est pas 4 ans de guerre, c'est 2000 ans. Ah ouais, comme tu dis. Ça finit l'Empire romain, il se termine en 1400... non, 1453, oui, tu avec parles la de chute Byzance, de Byzance, si on veut. Qui était un châtiment pour avoir répandu le catholicisme en 1054. Et puis, certains pensent que la Russie, c'est la troisième Rome, c'est la suite. Ouais, et Zemmour pense que c'est la France, la suite. Oui, je suis pas d'accord. Non plus. Je suis pas d'accord avec... Sur ce point, je suis pas du tout d'accord avec Zemmour. Oui. Il fait du bon boulot par ailleurs, hein, mais là-dessus, je pense pas. À bientôt.